Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Pi Actu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, la protection des marques green. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Rivière et Élodie Rochoux d'Icosa. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, bonjour. 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 Ensemble, nous allons explorer les enjeux liés à la protection des marques dont les titulaires sont tournés vers la transition écologique. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, pourriez-vous commencer par rappeler ce qu'est Icosa ? Oui, bien sûr. Alors, Icosa, c'est un cabinet de conseil en propriété industrielle. On adopte vraiment une approche business afin de proposer des services sur mesure à nos clients. On les accompagne pour construire, un portefeuille d'actifs forts, une stratégie de valorisation et de défense adaptée à leur marché et à leurs besoins. Icosa, c'est, une entreprise à taille humaine de 90 personnes, avec une présence à Paris, Lyon, Bruxelles et aussi avec des bureaux en région. Une grande partie de notre clientèle est spécialisée dans les green tech, l'agroalimentaire et aussi la santé de manière générale, ce qui en fait va nous permettre une expertise affûtée sur ces domaines particuliers. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, pourriez-vous maintenant définir ce qu'est une marque green et sous quelles modalités elles peuvent se créer ? Oui, une marque green, c'est une marque qui met en avant des qualités environnementales. Ça peut être un produit respectueux de l'environnement, un produit durable qui va utiliser des matières, des énergies propres, par exemple. On voit en fait 2 types de marques green, soit des marques qui vont être green finalement depuis le début, des marques qui vont vraiment se créer autour de la notion d'écologie et qui, dès le départ, vont commercialiser des produits green qui mettent en avant leur qualité écologique. On va pouvoir par exemple citer, Minuit sur Terre, la marque Comme Avant, la marque Respire ou encore la marque Sister Republic. Un autre type de marque green, ça va être des marques historiques qui, elles, veulent vraiment faire leur transition vers le green et qui ont un besoin de communiquer sur cet effort. Dans ce cas, soit, elles vont faire un choix de conserver la marque initiale et finalement de travailler uniquement sur la communication et sur la charte graphique. Là, on peut citer 2 exemples assez connus. On a l'exemple de McDonald's qui finalement fait le choix de garder sa marque McDonald's, mais qui a retravaillé, son logo. Ils sont passés de la couleur rouge à la couleur verte. Ils ont vraiment adapté leur communication. Ils ont fait le choix, par exemple, de ne plus avoir de jouets en plastique dans leur Happy Meal, de proposer des couverts réutilisables, voilà, tout ce genre de démarche. Un autre exemple aussi, c'est Guerlain. Alors eux, pour le coup, c'est vraiment, uniquement une indication sur leur packaging. Ils vont vraiment écrire qu'ils vont aller de plus en plus vers des ingrédients naturels. Ils sont hyper transparents sur leur composition et on voit que finalement, ils se dirigent, de plus en plus, vers des matières, naturelles. Soit, l'autre choix de ces sociétés qui ont des marques historiques, ça va être vraiment de créer finalement une nouvelle marque. Alors là, on a 2 exemples assez connus de la même manière. On a Nike qui a créé une marque, Move to Zero et un autre exemple aussi, que tout le monde d'ailleurs là pour le coup ne connaît pas forcément, c'est le groupe L'Oréal qui lui a choisi de créer la marque La Provençale, qui va vraiment être tournée vers le bio, le naturel, et tout ce qui est, autour de la responsabilité écologique. Dans tous les cas, en fait, que ce soit dans le choix finalement de la nouvelle marque ou de la communication qui va autour, on le répétera jamais, jamais assez. Je pense que Laurence est d'accord avec moi. Il faut vraiment, assurer une cohérence entre le marketing et le juridique, tout en restant bien vigilant à ne pas tomber dans le greenwashing. Laurence Rivière, Élodie Rochoux, pourriez-vous rappeler en quoi consiste ce greenwashing et comment il est encadré par la législation ? Oui, alors le greenwashing, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, évidemment, et en fait, ça englobe, toutes les pratiques de marketing écologique trompeur ou d'éco-blanchiment. En fait, c'est une pratique commerciale qui consiste à faire des déclarations, soit très exagérées, soit carrément trompeuses, sur le caractère durable ou les performances environnementales du produit ou du service de l'entreprise. C'est évidemment de plus en plus courant parce que comme il y a une prise de conscience très forte chez les consommateurs, les marques veulent mettre en avant leurs efforts, vers, des produits plus écologiques. Ils veulent avoir leur part du gâteau. Mais parfois ils exagèrent et c'est là que ça peut créer des problèmes. Donc on a dû réglementer. Le greenwashing, c'est considéré comme une pratique illégale dans un grand nombre de pays dans le monde, non seulement pour protéger les consommateurs, mais aussi pour protéger les entreprises qui elles, œuvrent vraiment à la transition écologique et qui ne doivent pas se retrouver avec des concurrents qui ne devraient pas être là.
À l'échelle européenne, on a eu une directive qui a considéré le greenwashing comme une pratique commerciale déloyale. Cette directive a été transposée à l'échelle nationale en France avec une loi de 2017 qui oblige les entreprises à justifier les allégations environnementales qu'elles font sur leurs produits ou services par des éléments tangibles. Et puis, on a eu la loi climat et résilience de 2021 qui est venue renforcer ces obligations. Donc, désormais, il est interdit, par exemple, d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou une formulation équivalente si on ne respecte pas un cadre précis. Il est également interdit de faire figurer sur les emballages et les produits ou dans les messages publicitaires des allégations génériques telles que biodégradables, respectueux de l'environnement ou des mentions équivalentes. Là encore, si on n'est pas capable de respecter un certain cadre et de prouver que tout cela est vrai avec des éléments tangibles. Donc, ces règles ont été intégrées dans le Code de la consommation et ce sont les autorités nationales qui vont veiller à ce que ces règles soient respectées. On a notamment la DGCCRF en France ou la RPP. Et du coup, les entreprises qui se livrent au greenwashing encourent des amendes, encourent des sanctions assez importantes. Donc, il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 300 000 € ou 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité et 2 ans de prison pour les dirigeants. Donc, ce sont vraiment des règles qui sont avec des sanctions dissuasives. Évidemment, il ne faut pas oublier aussi l'impact sur l'image de la marque coupable de greenwashing dans le collectif, puisqu'on a parlé de cette conscience dans le collectif. Évidemment, quand on a une marque qui se livre à des pratiques trompeuses comme ça, c'est très problématique pour la marque. Alors concrètement, si je suis une entreprise qui intervient dans le domaine de la cosmétique, à quoi je dois faire attention avant de procéder à l'enregistrement de ma marque Green ? Quand on veut créer sa marque Green, alors pour l'exemple des cosmétiques, mais ça marcherait pour le reste aussi, le premier réflexe, en fait, c'est qu'on n'oublie pas que c'est une marque. Qu'elle soit green ou pas, c'est une marque. Donc, tout d'abord, on veille à ne pas choisir une marque descriptive. C'est encore plus important dans le cas des marques green parce qu'en fait, l'entreprise va vouloir véhiculer très rapidement et très immédiatement dans l'esprit du public cette idée de green, de responsabilité environnementale, etc. Et donc, on tombe souvent dans le travers de la marque descriptive. Sauf que si on n'est pas sur un signe distinctif, on a des risques de refus d'enregistrement par les offices. Et en plus, on a une impossibilité, quand bien même la marque serait enregistrée parce qu'on a mis un logo, par exemple, ou parce qu'on a rajouté un terme plus distinctif qui permettrait de donner à l'ensemble un caractère enregistrable, on aura une difficulté à avoir un monopole, à faire valoir un monopole sur ce terme descriptif. Donc, on ne pourra pas se protéger et donc, ça veut dire qu'on aura tout un tas de concurrents qui peuvent s'appeler de la même manière ou de manière très proche. Donc, c'est important d'avoir une marque forte pour une capacité de protection optimale. Et puis, le dernier point, c'est que quand on a utilisé une marque descriptive, on a souvent des difficultés à s'exporter à l'étranger parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut la traduire partout. Parce que ce qui sera compris en France ne sera pas forcément compris à l'étranger. Donc, ça rend difficile la protection et ça rend aussi plus cher la protection parce que comme il faut traduire, il faut repartir de nouvelles marques nationales à chaque fois. Un deuxième élément qui va cette fois être spécifique aux marques green, c'est de ne pas abuser des termes de type naturel ou de la couleur verte ou de dessins qui font penser à des choses naturelles, durables, etc. Si la réalité ne suit pas. On retombe là dans le greenwashing dont on parlait tout à l'heure, parce que là aussi, ce greenwashing, il peut être constaté par l'usage d'éléments de communication graphiques ou verbaux, laissant penser à une forte responsabilité de la marque pour l'environnement, alors que le produit n'a rien de particulier par rapport à n'importe quel autre produit historique. Par exemple, si on prend un rouge à lèvres dont la composition ne diffère absolument pas des produits traditionnels, dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent contenir, par exemple, sans vouloir pointer du doigt pour personne, dont on sait qu'ils peuvent contenir des perturbateurs endocriniens, si on n'a pas changé la composition, on ne peut pas le vendre dans un tube vert, revendiquant des ingrédients naturels ou faisant état d'éléments verbaux qui pourraient laisser penser à cette naturalité. Le risque, en fait, ce serait de capter un public soucieux de l'environnement et de sa santé en lui laissant croire que le produit répond à ses préoccupations, alors que non. Et donc, on est sur la tromperie, le greenwashing. Il y a aussi des termes qui sont
réglementés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés que dans certaines conditions. Vous avez une liste de ces termes qui est rappelée par la France Nation Verte, que vous pouvez retrouver sur leur site. On y trouve notamment évidemment le terme bio, qui en dehors de l'alimentaire, par exemple, ne peut pas être utilisé que si un certain ratio d'ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Pour les cosmétiques en particulier, cette mention de bio ne peut apparaître que si 100% des ingrédients est certifié soit par une certification privée, soit par le label AB, vous savez, les lettres AB en vert avec la petite feuille, pardon. Il y a le terme naturel aussi, qui peut être utilisé que pour un produit qui contient au moins 95% de produits naturels, c'est-à-dire non transformés. Et puis, on a les termes durables, réparables, les termes upcycling, low-tech, renouvelable. Enfin, tous ces termes qui sont très, très à la mode, évidemment, et qu'on a envie de mettre en avant, mais qui ne peuvent être utilisés que s'ils correspondent à une réalité tangible qui peut être démontrée. Donc, on voit que on est toujours sur des idées très, très proches entre la protection contre le greenwashing et ces termes réglementés. Ouais, tout à fait. C'est vrai que sur le nom de la marque, même, il faut vraiment prendre garde à ces termes réglementés et à ne pas faire de fausses allégations. Ça peut être très tentant puisque, comme l'avait dit Laurence, ça permet d'une part de communiquer directement sur les intentions de la marque, mais ça rentre également dans la mode des marques descriptives, qu'on constate depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Cette tendance des marques descriptives, elle vient notamment du fait, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de marques sur les registres. On a de plus en plus de blocages des registres, et donc on va avoir de plus en plus de difficultés à avoir un signe distinctif qui finalement va être disponible. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, concernant la recherche d'antériorité, pourriez-vous nous expliquer en quoi c'est particulièrement important de bien la réaliser dans ce cadre-là? Alors finalement, dès qu'on a trouvé une marque, qu'elle soit green ou pas green, il faut vraiment penser à faire ces recherches d'antériorité. C'est le premier réflexe. Il n'y a vraiment aucun cas où il n'est pas recommandé de faire des recherches d'antériorité avant de lancer son produit sur un marché. C'est très important pour sécuriser la marque. Il est vrai que dans un souci de voir un maximum de produits éco-responsables sur le marché, on a tendance à vouloir peut-être encore plus sécuriser la marque pour éviter des déconvenues. On peut regretter, par exemple, que les voitures électriques Polestar ne soient finalement disponibles en France qu'en 2025 en raison d'une bataille juridique avec Citroën et DS. Pour vous expliquer rapidement, Citroën a reproché à Polestar d'avoir adopté un logo trop proche du sien et avait finalement lancé une procédure judiciaire en 2019. L'affaire s'est récemment soldée par une transaction financière, mais ça a forcément coûté beaucoup d'argent à Polestar et ça a retardé leur mise sur le marché en France. Les recherches d'antériorité, ça permet d'anticiper les obstacles à l'enregistrement et à l'exploitation d'une marque. On va vraiment essayer de prendre toutes les mesures en amont pour faire en sorte que la marque, une fois qu'elle va être divulguée au public, puisse rester la même. Ça va permettre de pérenniser les efforts de communication qui sont faits dès le départ sur la bonne marque. Et bien sûr, ça évite des coûts de litige et des coûts qui seraient liés à un changement de nom si jamais on perd le litige. Laurence Rivière, Élodie Rochoux, pourriez-vous rappeler quelques exemples concrets de ce qui a pu être considéré comme du greenwashing? Alors, il y en a pas mal. D'abord parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de contrôles qui sont faits. Il y a beaucoup de sociétés qui sont contrôlées. Et donc, forcément, on arrive à des condamnations. Alors, on a choisi des exemples de sociétés des plus grosses et puis un peu récents qui parlent un peu. Donc, par exemple, on a la FIFA qui a été condamnée pour la Coupe du Monde de foot de 2022 au Qatar. Donc, il y a plusieurs ONG qui se sont plaints, qui ont saisi chacune l'autorité de régulation de leur pays. Donc en France, c'était l'autorité de régulation professionnelle de la publicité pour la France, la RPP. Parce qu'en fait, la FIFA avait affirmé que la Coupe du Monde de foot de 2022 au Qatar aurait déjà atteint la neutralité climatique ou la neutralité carbone avant et pendant le tournoi. Mais en fait, ils étaient incapables d'en apporter la preuve et on a réalisé lors des examens qui ont été faits après les plaintes que pour arriver à ce résultat, ils avaient tout simplement oublié une grosse partie des déplacements qui avaient été faits notamment par les supporters et les spectateurs pour arriver à une neutralité carbone, alors même que si on prenait vraiment en compte tous les déplacements, on en serait très loin. Alors, un autre exemple assez récent avec la compagnie aérienne KLM, qui a été condamnée le 20 mars 2024 par un tribunal d'Amsterdam à la suite de plusieurs plaintes d'ONG pour des publicités qui finalement étaient jugées vagues et générales sur le caractère durable de ces vols. La plupart de leurs publicités faisaient partie de la campagne Fly Responsibility, qui utilisait des déclarations générales telles que rejoignez-nous pour créer un avenir plus durable,
des déclarations sur un carburant qui serait durable, fabriqué à partir de matières premières renouvelables, décrit comme une solution prometteuse. Et KLM affirmait aussi que les émissions de CO2 d'un vol peuvent être compensées par la plantation d'arbres, ce qui bien sûr n'est pas forcément aussi simple. Donc bien sûr, les sociétés peuvent communiquer autour de tous leurs efforts, mais uniquement sur la réalité. Il ne faut pas partir sur des allégations mensongères. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, dernière question. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner avant de se lancer dans l'aventure de la marque Green en évitant l'écueil du greenwashing ? Alors, le premier conseil, on l'a répété à plusieurs reprises, c'est vraiment d'être transparent dans sa communication, de montrer ses efforts, même si on n'est pas parfait, plutôt que finalement d'adopter une communication qui va être mensongère et de tomber dans le greenwashing. Il faut aussi garder les éléments qui vont permettre de prouver la réalité de ces allégations, en quoi on est naturel, en quoi on est bio, en quoi on n'émet pas de carbone. Il faut faire aussi des efforts au maximum pour obtenir des certifications et ou des labels. Et puis, il faut aussi faire le choix d'une marque cohérente, ce qu'a fait par exemple Nike avec Move to Zero, en montrant qu'ils font vraiment tout pour aller vers plus d'éco-responsabilité. Et puis, il faut aussi ne pas hésiter à réactiver une marque existante, déjà enregistrée et qui bénéficie parfois d'une certaine aura qui va limiter finalement les investissements de communication autour de la marque. Ouais, ça, c'est un élément important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui ont été abandonnées. Alors, on parlait tout à l'heure des registres qui sont un petit peu blindés. Et finalement, sur ces registres, il y a tout un tas de marques qu'on appelle parfois les bêtes endormies, qui n'ont plus été exploitées depuis bien plus de 5 ans, voire depuis des décennies, mais dont une certaine partie de la population se souvient parce que c'est des choses qui existaient quand ils étaient petits, etc. Et donc, il peut y avoir cette aura, et notamment une aura de caractère un peu plus naturel ou plus traditionnel. Et donc ça peut être aussi très intéressant à réactiver. Il y a eu un exemple très récent avec les chocolats merveilles du monde. Je sais pas, les plus anciens se souviendront, ou en tout cas les gens de ma génération. Je suis pas si vieille. Les chocolats merveilles du monde, c'était des tablettes de chocolat, mais avec il y avait toujours une carte qui présentait un animal ou qui présentait un élément naturel. Donc c'est une marque qui avait été abandonnée depuis des décennies et qui est revenue à la vie et qui reprend parce qu'une femme a eu l'idée de dire tiens, c'était une belle marque, c'était un beau message qu'on véhiculait. Aujourd'hui, on est dans une situation où on parle énormément de la disparition d'animaux. C'est une bonne idée de reprendre ce concept. Alors elle est allée même jusqu'à reprendre carrément le concept pour réactiver cette jolie marque merveille du monde. Là, ça lui permet d'avoir des coûts marketing plus limités parce qu'en fait, c'était déjà connu. La marque, elle est déjà enregistrée, comme disait Élodie, donc j'ai pas besoin de repayer un dépôt, j'ai pas besoin de faire de recherche d'antériorité. Je sais que j'ai une marque forte et en plus de ça, je bénéficie dans la mémoire du collectif de l'image qu'avait cette marque à l'époque et que je vais essayer de faire perdurer. Et en plus, c'est de l'upcycling de marque, donc c'est quand même vachement bien. On est dans le thème. Ce podcast est désormais terminé. Laurence Rivière et Élodie Rochoux, merci à vous. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur Icosa sur le site icosa.fr. Ce podcast est à retrouver sur YouTube et sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Vous pourrez aussi le retrouver au format article sur le tout nouveau site de PiActu, piactu.fr. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de PiActu.